Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après l'Organisation des Nations Unies, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, plus de 720 civils ont été tués, dont une cinquantaine d'enfants, et plus de 1200 ont été blessés. Ce décompte au 15 mars est probablement sous-évalué, toujours selon l'ONU. 2 envoyés spéciaux du Parisien sont rentrés d'Ukraine le dimanche 13 mars, Timothée Boutry et Philippe de Poulpiquet. Dans Code Source, aujourd'hui, ils prennent le temps de nous raconter ce qu'ils ont vu en Ukraine, ce que les Ukrainiens leur ont dit et comment ils ont pu travailler sur place. Timothée Boutry, Philippe de Poulpiquet, vous allez nous raconter votre reportage en Ukraine et comme on l'a fait le 8 mars avec Christelle Brigodeau, elle aussi de retour d'Ukraine. On va d'abord vous présenter brièvement. Timothée, vous avez 43 ans, vous êtes au service police-justice du Parisien depuis 18 ans, mais vous allez régulièrement à l'étranger pour couvrir des événements majeurs. Oui, tout à fait. Dans le cadre de ce service, on couvre les catastrophes naturelles, les attentats, mais j'ai également couvert différents conflits, que ce soit au Liban en 2006, en Géorgie en 2008, en Libye, les printemps arabes ou la guerre au Mali, par exemple. Philippe de Poulpiquet, vous êtes photojournaliste au Parisien, vous avez 49 ans et vous avez couvert plusieurs pays en guerre, Afghanistan, Irak, Libye, Mali ou encore la Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter une situation dangereuse que vous avez vécue ? Ce qui me revient en tête, c'est en Libye notamment, au moment de la chute de Tripoli, où on était sur un carrefour avec des rebelles libyens qui chassaient les troupes de Kadhafi. Et un des rebelles tire sur un portrait de Kadhafi à ce moment-là. Je fais une photo et là, le groupe est pris à partie par un sniper qui visiblement est posté sur une des avenues qui mènent à ce carrefour. Donc on se couche par terre. Les soldats qui sont là crient Allahu Akbar. J'entends là, pour le coup, on entend, c'est vraiment un son particulier, les balles qui sifflent et ces impacts sur le sable qui sont assez proches. J'attends un petit peu que ça se passe et je rejoins en courant un confrère qui s'est caché, lui, derrière un bloc de béton et on arrive à s'extirper de cette situation en repartant dans un pick-up. Dans ce genre de cas, on se dit que tout simplement qu'on a été trop proche et qu'on a peut-être fait une erreur. Quand Vladimir Poutine lance l'offensive sur l'Ukraine dans la nuit du jeudi 24 février, Philippe de Poulpiquet, vous êtes déjà sur place dans l'est du pays, dans la région du Donbass, avec Christelle Brigodeau à ce moment-là. Timothée Boutry, vous partez en Pologne le lendemain, le vendredi 25, et sur place, dans la ville frontière de Korsova, vous voyez des femmes, des enfants qui sont obligés de fuir leur pays. Oui, c'est le début de l'exode des Ukrainiens qui fuient la guerre, évidemment. Et là, c'est un poste frontière automobile, si je puis dire. Enfin, c'est une grande route, c'est au bout d'une autoroute. Et là, je vois des gens qui ont emporté tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis 3 valises, des femmes, des enfants. Les hommes ne peuvent pas quitter le pays parce qu'ils doivent rester pour combattre. Et donc voilà, c'est vraiment le fracas de la guerre et ce chaos et cette vie qui change en 24 heures. Vous rencontrez aussi des hommes qui, eux, font le chemin inverse, qui veulent rentrer dans leur pays pour le défendre. Oui, j'étais à Przemyśl, qui est la grande ville près de la frontière en Pologne. Et effectivement, il y avait des Ukrainiens qui ont été surpris par la guerre alors qu'ils étaient soit en déplacement professionnel, soit tout simplement en vacances et qui ont envie de revenir. Alors, des hommes pour combattre, me disent-ils, ou des gens tout simplement, des familles pour dire nos enfants, souvent grands, étaient restés sur place parce que nous, on s'était déplacés. Ils sont avec des amis ou avec les grands-parents et on veut retrouver notre famille. On a été surpris par ce conflit à ce moment-là. Timothée Boutry, vous essayez d'entrer en Ukraine, mais visiblement, ce n'est pas possible par le train, c'est ça ? De Przemyśl en Pologne, là où vraiment une grosse solidarité qui s'est mise en place. Il y a un train qui partait pour Lviv, la grande ville de l'ouest ukrainien. Le train est parti, mais sans passagers finalement, parce qu'il a été rempli d'aide humanitaire. Du coup, je suis resté une soirée de plus en Pologne. Et le lendemain, avec des confrères photographes étrangers que j'avais rencontrés sur place, on est passé tout simplement en stop. En fait, on s'est mis au poste frontière de Medyka, côté polonais. Et là, on a été pris par une camionnette conduite par un hispano-ukrainien. Et il nous a embarqués, on a pu passer la frontière comme ça. Il nous a déposés à quelques kilomètres de Lviv.
Et à Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, la situation est calme, mais vous racontez dans Le Parisien comment les hommes et les femmes se mobilisent. Le premier reportage que je vais faire, c'est dans la bibliothèque de la ville de Lviv, dans le quartier historique, et à l'intérieur, des étudiantes confectionnent des filets de camouflage. Vous savez, c'est ce qu'on met sur les chars pour les masquer des avions. Et donc, on est sur une confection totalement artisanale. Voilà, il y a des habits qui sont déchirés, et puis ces jeunes hommes, ces jeunes femmes les cousent sur les filets. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'installe au piano. Lui vient de Kiev, en fait, c'est un pianiste professionnel, et il commence à jouer l'hymne ukrainien. Et là, tout le monde s'arrête et tout le monde se met à chanter l'hymne ukrainien. Et à la fin de l'hymne, tout le monde se met à crier « Gloire à l'Ukraine, l'Ukraine vaincra ». C'est un cri de ralliement et de cette société qui veut défendre son pays. Timothée Boutry, le jeudi 3 mars, à Lviv, vous prenez un train pour rejoindre la capitale, Kiev, train dans lequel se trouvent des hommes qui partent se battre. À Kiev, vous allez donc retrouver Philippe de Poulpiquet. Philippe, dans le code source où Christelle Brigodeau a raconté son reportage pour Le Parisien en Ukraine, on précise que quand elle rentre pour être relevée par Timothée, vous décidez de rester dans Kiev. Pourquoi ? À ce moment-là, on sent, comme depuis le début, que Kiev peut être pris d'un moment à l'autre. Et je prends la décision, en concertation bien sûr avec la rédaction du Parisien, de rester à Kiev pour être présent et pour couvrir éventuellement l'arrivée des Russes dans Kiev en attendant Timothée. À Kiev, vous retrouvez Philippe de Poulpiquet et un Ukrainien, un fixeur qui aide pour beaucoup de choses. Il sert de chauffeur, traducteur, assistant et guide. Timothée, qu'est-ce qui vous frappe en arrivant dans la capitale ukrainienne ? Moi, j'arrive à Kiev dans des circonstances très particulières puisque le train arrive après 20h et 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Donc heureusement, Philippe et notre fixeur avaient au préalable été chercher un laissez-passer qui nous permettait de circuler. Donc là, je sors, il fait nuit, c'est l'obscurité, en plus, il n'y a pas de lumière. Et juste à côté, la veille, il y a un obus qui est tombé tout près de la gare. Donc tout de suite, on est dans l'ambiance. Et donc on circule dans ces larges allées totalement vides. Elles sont déjà pas très remplies la journée, mais alors la nuit il n'y a vraiment personne. On traverse la place Maïdan où il y a des checkpoints, un contrôle très strict à cet endroit-là. C'est une ambiance surréaliste, très inquiétante et j'en avais pas beaucoup de doutes, mais je suis vraiment dans la capitale d'un pays en guerre. Le vendredi 4 mars, vous faites un reportage dans une maternité de Kiev. Dans cette maternité, parmi les nouveau-nés, il y a un tout petit bébé, une petite fille d'à peine 1,5 kg. Alors cette petite fille, elle est née avant la guerre en fait. Elle est née très grande, prématurée, donc elle est en couveuse. Sauf que ce que nous explique le chef du service de réanimation néonatale, c'est qu'ils ont dû déplacer leur service au rez-de-chaussée pour des raisons de sécurité et que les branchements ne sont pas adaptés en fait, que la salle n'est pas adaptée. C'est des branchements qui datent de l'époque soviétique et il me dit on a dû faire un bidouillage pour l'approvisionnement en oxygène, enfin voilà, système D, puisque évidemment désormais, tout se fait à l'aune du conflit et des mesures de sécurité. Philippe de Poulpiquet, vous photographiez justement les sous-sols où chaque nuit, pour des raisons de sécurité, les mères et les bébés sont mis à l'abri. À quoi ça ressemble ? C'est un sous-sol avec des placards très peu éclairés, qui n'est pas du tout adapté à recevoir des jeunes mamans et des nouveau-nés. Là, je découvre dans des couloirs des mères qui sont seules, d'autres accompagnées de leur mari, donc du père, mais beaucoup sont seules. Une d'entre elles, d'ailleurs, était en larmes en nous racontant que son mari était dans la ville de Irpin, qui était bombardée à ce moment-là, et qu'elle était avec sa fille aînée, elle n'avait pas de nouvelles, et elle venait d'accoucher, et c'est des moments assez terribles et bouleversants. Le même jour, vous allez aussi voir ce qui se passe justement à Irpin, une ville de 60 000 habitants dans la banlieue ouest de Kiev. D'abord, Timothée Boutry, le pont qui mène à cette ville a été détruit par les Ukrainiens dès le début de la guerre. Oui, c'est une mesure tactique, disons, qui vise à se prémunir d'une avancée trop rapide des blindés russes. Donc c'est assez classique dans un conflit. On détruit soi-même les ponts et les voies de circulation vers la capitale.
Et sous ce pont, en fait, ce pont éventré, au milieu du cours d'eau, il y a des planches qui ont été mises. Et là, c'est un flot ininterrompu de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui fuient les combats, les bombardements et qui nous décrivent une situation très difficile avec cette peur des bombardements et une raréfaction des vivres, sachant que dans l'autre sens, parce qu'il y a encore des gens qui restent dans la ville, il y a encore aussi cette solidarité qui s'organise avec des vivres, des couches qui passent vers la ville d'Irpin. De l'autre côté du pont, on voit des voitures qui font des allers-retours, on appelle ça les go fast du coup, qui roulent extrêmement vite pour éviter d'être bombardés ou d'être pris à partie par des éventuels snipers qui peuvent être là sur la route. C'est des voitures qui partent bénévolement chercher les réfugiés qui souhaitent partir. Ils foncent jusqu'au pont où là, des gens de la Croix-Rouge, des sauveteurs de la sécurité civile ukrainienne prennent en charge comme ils peuvent ce flot de réfugiés. Plus ou moins loin, on entend et on voit des colonnes de fumée et donc des bombardements qui partent et qui arrivent. On décide de ne pas aller trop loin dans cette ville pour trouver d'autres angles qui permettent de raconter des histoires autres que sur vraiment être dans le front et dans ces dangers-là. Concrètement, tous les deux, comment est-ce que vous êtes équipés ? On est très léger, on se déplace assez léger. Moi, j'ai mon appareil photo. On a des gilets pare-balles, on a un casque. Quand on est dans des endroits un petit peu plus sensibles, proches du front, où on entend les bombardements, on les a en permanence. Le samedi 5 mars, vous êtes dans un autre faubourg de Kiev, à Obolon, dans un quartier populaire. Et Timothée Boutry, vous racontez comment un immeuble vit avec la guerre. Moi, je voulais raconter le quotidien de ces habitants de Kiev qui ne sont pas ceux de la défense territoriale ou qui ne sont pas ceux qui ont fui, c'est ceux qui restent, qui vivent avec ce bruit permanent des bombardements. On rencontre Liuba qui nous raconte que tous les soirs, elle a peur de mourir. En fait, elle se demande si elle va se réveiller en vie parce que c'est la nuit que c'est le plus oppressant, qu'il y a le plus de bombardements. Elle laisse sa radio allumée toute la nuit. C'est une espèce de présence qui la rassure. Il y a vraiment tout le quotidien qui est changé et tout est vécu au prisme de ce conflit. Le 6 mars, vous assistez à une messe orthodoxe dans une église de Kiev, l'église Saint-Michel. La majorité des Ukrainiens sont chrétiens orthodoxes, mais ils en veulent actuellement au chef de leur religion qui est un proche de Poutine. Expliquez-nous ça. Dans l'Église orthodoxe, il y a deux branches, si je puis dire. Il y a le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou. Au niveau du patriarcat de Moscou, il y a un vrai dilemme parce que le patriarche, Kirill, est un russe qui est très très proche de Vladimir Poutine. Et là, on voit des fidèles qui sont très critiques envers Kirill, qui disent mais son silence, parce qu'il ne s'est pas exprimé, son silence est impossible. Il doit prendre parti, il doit dénoncer cette agression russe. Voilà. Donc en fait, il y a un tiraillement de ces fidèles. Et quand même, au sein du monde orthodoxe, on peut voir qu'il y a une colère qui commence à monter contre le patriarche de Moscou. La même journée, vous rencontrez un homme à la fois ukrainien et américain, ukrainien d'origine. Il vit aux États-Unis, dans l'État de Caroline du Nord. Il a 60 ans, il s'appelle Sergueï. Il est revenu en Ukraine pour se battre. Racontez-nous son histoire en quelques mots. Alors lui, il est né en Ukraine soviétique. Il a été membre de l'armée rouge, donc l'armée soviétique. Puis, peu avant la chute de l'URSS, il a décidé de fuir le pays, de demander l'asile politique qu'il a obtenu aux États-Unis. Donc il a eu sa vie aux États-Unis, il a fait des business. Il est parti avec son épouse, ils ont eu des enfants sur place, des petits-enfants. Et il dit, quand j'ai vu ce conflit, voilà, je me suis dit, mais l'Ukraine, c'est ma patrie, c'est mon lieu de naissance. Je dois revenir. Et donc, il a fait le trajet, il a emmené son gilet, ses équipements tactiques. Il dit... ma femme m'a demandé mais pourquoi tu prends ça parce qu'il lui avait dit qu'il faisait de l'humanitaire. Évidemment, elle n'est pas dupe de ce qu'il est parti faire et il a été intégré à la défense territoriale et il nous explique qu'il coordonne un petit groupe qui mène des actions sur le terrain. Le lendemain, le 7 mars, Timothée Boutry, vous apprenez qu'un tir de mortier a décimé une famille à la sortie d'Irpin, devant une église et une statue à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale, un endroit où vous étiez tous les deux, précisément l'avant-veille. En fait, il y a un obus de mortier qui est tombé, vraiment pile à cet endroit-là, qui a tué 9 personnes, dont 2 enfants. Il y avait des journalistes qui étaient présents à ce moment-là, qui ont saisi cette scène. Il y a une photo qui a fait la une de la presse américaine, avec les corps de ces jeunes victimes. Voilà, c'est vrai que... Quand on y était, on pouvait se sentir en sécurité, c'était bien un grand mot, mais on entendait évidemment le fracas de l'artillerie, mais on se disait que de ce côté-là, il y avait vraiment une fuite de civils. Enfin, on est totalement sur une cible civile. En fait, on est vraiment sur un espèce de corridor par lequel passent tous les réfugiés qui fuient Boutcha, Irpin. Et là, vraiment, on se dit surtout que c'est assez terrible qu'un obus soit tombé à cet endroit-là, parce que mécaniquement, il devait tuer des civils, et c'est ce qui s'est produit.
Après ce bombardement meurtrier, vous décidez de revenir sur place au niveau de ce pont détruit à Irpin et vous assistez à l'évacuation de dizaines de personnes âgées qui vivaient encore dans la ville. Je vois tout de suite qu'il y a beaucoup plus de monde, qu'il y a un flux vraiment ininterrompu. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'en effet, ce sont des vieillards, des vieilles dames qui sont portées à bout de bras, des chaises roulantes. C'est plus une évacuation d'enfants et de femmes, c'est que des vieillards qui sont aidés par la sécurité civile. Donc faire ces photographies, on essaye de le faire avec le plus de discrétion possible, de pudeur. Sur la fin, on arrête de faire des photos. Et à un moment donné, on voit un vieil homme, donc moi je m'arrête de faire des photos et évidemment on l'aide à porter ses bagages, on l'aide à traverser cette rivière avec Timothée. On le laisse de l'autre côté du pont, il nous dit qu'il va attendre sa fille, il ne sait pas où elle est. Et très modestement, on essaye d'aider ces gens qui fuient Irpin. Les soldats russes intensifient leurs attaques contre les civils en Ukraine. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, des Ukrainiens tentent d'atteindre à pied sous un barrage d'artillerie les bus qui vont les évacuer vers la capitale. Le jeudi 10 mars, vous descendez dans le sud du pays en voiture à Mykolaïv, une ville considérée comme stratégique car elle mène à un port important, Odessa, l'un des plus grands ports de la mer Noire. Timothée Boutry, Mykolaïv est durement touché par les bombardements russes. Oui, c'est une ville pour le coup stratégique, puisque c'est à 130 km à l'est d'Odessa, donc quasiment au bord de la mer Noire. Et c'est vraiment le verrou d'Odessa. C'est-à-dire que si Mykolaïv est prise, alors vraiment l'armée russe, les blindés, peuvent déferler vers Odessa, qui est le poumon économique de l'Ukraine. Et là, il y a d'intenses bombardements, des civils qui sont pris pour cible. Et là, vraiment, quand on est à Mykolaïv, on entend le bruit de l'artillerie est vraiment très fort. On sait que les combats ne sont pas très loin. Le gouverneur de la ville nous dit ils sont à 10 km ou 20 km. Voilà. Donc, vraiment, les forces russes sont très proches. Vous vous rendez dans un quartier pavillonnaire de Mykolaïv où les maisons ont été détruites par les bombardements. Philippe de Poulpiquet, vous prenez des photos à l'intérieur de l'une de ces maisons éventrées. Je rentre dans le jardin de cette maison et là je passe une fenêtre complètement ouverte et de l'autre côté s'ouvre ce paysage complètement dévasté de ce quartier et je fais cette photo. Sur une des tables de nuit, il y a un portrait de jeunes mariés, il y a des tableaux, un lustre qui est toujours en place et tout autour est totalement dévasté à part aussi quelques plantes vertes qui sont là, intactes également. Et c'est un paysage et une vision vraiment de cataclysme et de destruction totale de ce quartier. Timothée, un homme, un certain Vitali, 44 ans, vous raconte comment, quelques jours plus tôt, le lundi, il a cru mourir avec sa femme et avec sa fille de 6 ans. Oui, il raconte qu'il y a eu ce raid, donc ces projectiles qui sont tombés sur le quartier. Et en fait, avec sa femme et leur fille, ils ont réussi à se réfugier dans l'abri qui est situé dans le garage. En fait, cet abri, c'est une trappe, il y a une petite trappe et il y a un trou circulaire, un trou profond, et au fond duquel ils ont mis 2 matelas, une peluche pour leur fille. Et il dit, voilà, à 10 secondes près, on était mort. Puis il y a une seconde frappe, et il dit, là, à 5 secondes près, on était mort. Et après, ils ont fui en courant vers la forêt, puisque c'est un quartier périphérique de Mykolaïv, et ils ont été se réfugier dans la forêt. Et lui, là, Vitali, il était revenu pour la première fois chez lui pour un peu constater les dégâts. Et c'est vrai que devant chez lui, il y a un cratère, que la maison de son voisin est totalement détruite, façade arrachée, toit déglingué. On voit qu'il y a déjà des gens qui sont à pied d'œuvre pour essayer de réparer le système électrique. Et lui, il nous dit, je reconstruirai ma maison, je ne veux pas partir. Voilà, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez les victimes de ce conflit. Après ce reportage, l'armée ukrainienne vous propose, avec d'autres journalistes, d'aller visiter l'aéroport de la ville que les Ukrainiens viennent de reprendre aux Russes. Oui, évidemment, un aéroport, c'est stratégique. Il y a eu des combats assez âpres pour prendre cet aéroport. Les Russes l'ont pris, les Ukrainiens l'ont repris. On voit sur la route, il y a des traces de passage de blindés. On voit aussi un impact d'obus. Et là, finalement, les Ukrainiens nous emmènent en convoi. Il y a des militaires qui sont sur place, d'autres qui arrivent. Et ils sont effectivement aux aguets parce que les troupes russes sont vraiment très proches. Là, on voit des gens avec des jumelles ou en position de tir, ce qu'on ne voit pas vraiment à l'intérieur de la ville. Là, on est vraiment quasiment sur le front de ce conflit. Et vous vous dites que c'est dangereux ? On se dit que potentiellement, on peut être une cible parce qu'on est très repérable. Il y a des militaires, même si on indique sur nos véhicules qu'on est membre de la presse. Malheureusement, l'histoire prouve que ce n'est pas toujours un excellent bouclier. Philippe, à un moment, vous voyez quelque chose de suspect par terre.
Je vois un espèce de fil qui pourrait ressembler à un piège, en fait, comme moi je l'ai appris sur ce genre de terrain. Et on découvre des restes de combat, des douilles. On se dit que l'aéroport peut être miné, peut être piégé. Donc ce fil, effectivement, je dis attention, il y a ce fil, marchez au-dessus. Et voilà, je ne saurais jamais si c'était un piège ou pas, mais on est concentré sur ce qui peut arriver. Et sur ce genre de choses, effectivement, ça peut arriver, que ce soit piégé et que ce fil, on tire dessus et qu'au bout, il y a une explosion et qu'il y ait des morts. Et d'ailleurs, on ne va pas s'éterniser. Tout le monde est conscient que c'est une zone qui est assez dangereuse. Et au bout de 10 minutes, le convoi repart. Et oui, c'est vrai que j'étais un peu soulagé qu'on est reparti vers Mykolaïv. D'une manière générale, on ne s'éternise jamais. En fait, voilà, l'idée, c'est quand même de faire les reportages, d'être efficace et de ne pas s'éterniser. Timothée Boutry, Philippe de Poulpiquet, pendant ces journées-là, vous dormez à Odessa, dans le port d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, et cette ville, connue pour être une ville de culture, d'art, d'histoire, se prépare à se battre. Oui, c'est vraiment une atmosphère assez curieuse. Odessa, une atmosphère un peu étrange, bizarre, craintive. Les Russes sont pas très loin, mais sont pas encore là. On sait que ça va forcément arriver, qu'il y aura une bataille d'Odessa, probablement. Et donc la ville se barricade, se bunkerise. Vraiment, le centre historique de cette très belle ville d'Odessa est totalement inaccessible. On n'a pas accès à l'opéra, on n'a pas accès aux fameux escaliers Potemkin. Et il y a cette ambiance vraiment de tension en fait. On sait que ça va arriver, on continue à vivre, il y a de la circulation, il y a des magasins, on fait les courses, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Philippe de Poulpiquet, d'un mot, régulièrement pendant ce reportage, vous avez entendu les sirènes qui préviennent d'éventuels bombardements. Là, c'est à Odessa, je suis dans ma chambre d'hôtel, je vois qu'il y a des contrôles dans la rue alors que c'est le couvre-feu de militaires. Et là, commence à hurler ces sirènes. Quelqu'un de l'hôtel frappe à ma porte et ouvre directement ma porte. Il me dit il faut descendre dans l'abri et je le suis. On descend et on reste dans cet abri pour se protéger des éventuels bombardements qu'annoncent ces sirènes. Finalement, le samedi 12 mars, vous allez rentrer en France. Philippe de Poulpiquet, vous, ça fait plus de 3 semaines que vous êtes sur place. Est-ce que c'est dur de quitter ce pays, l'Ukraine et ses habitants ? On y a rencontré des gens, on a vécu des histoires fortes. On voyait que la situation patinait un petit peu et donc il était aussi temps de rentrer. En France aussi, nos proches s'inquiètent. Donc il faut savoir décrocher. Après, en laissant ses amis, en laissant ses histoires derrière nous, je vous avoue qu'on a quelque part, en tout cas moi, un espèce de sentiment de honte presque, de partir. C'est difficile de travailler, mais on le fait correctement, on a l'habitude et les gens qui souffrent, ce sont les Ukrainiens et c'est eux dont il faut parler. Vous partez d'Odessa le samedi à l'aube, vous traversez la Moldavie, vous roulez jusqu'en Roumanie où vous arrivez en fin de journée. Et le lendemain, le dimanche, à Iași en Roumanie, vous prenez un vol pour la capitale de la Pologne, Varsovie. Et quand vous rallumez vos téléphones à l'aéroport, Timothée Boutry, vous apprenez qu'un journaliste américain est mort à Irpin, Brent Renaud. Oui, c'est effectivement la première information qui crépite sur nos téléphones quand on le rallume. Et évidemment... on pense à cet homme-là, on pense à sa famille, on pense à ses proches. Et on ressent aussi un sentiment de colère puisque notre confrère circulait dans un véhicule avec d'autres personnes et il a été atteint d'une balle dans le cou. Donc on peut imaginer qu'il a été délibérément visé, potentiellement par un sniper. C'était une voiture civile, sans doute identifiée comme une voiture de journaliste. Et donc voilà, c'est absolument intolérable de s'en prendre à des journalistes, tout comme il est intolérable de s'en prendre à des civils. On est vraiment sur une situation qui n'est pas juste. Le droit de la guerre n'est pas respecté et les auteurs devraient en répondre. Merci Timothée Boutry, Philippe de Poulpiquet. Je précise que vos reportages, textes et photos sont toujours bien sûr disponibles sur leparisien.fr.
Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.